Les Foins Finaux, un balado qui présente 6 entreprises agricoles de l'Estrie qui choisissent de faire des plantes fourragères pérennes. Malgré les défis, les plantes fourragères pérennes sont un atout sur ces entreprises. Découvrez-les avec nous. Je me présente, Marie-Pierre Landry, agronome chargée de projet en plantes fourragères pérennes et agriculture régénératrice au CIRC. Aujourd'hui, au Foins Finaux, on jase avec Rémi Cloutier, un producteur de vaches veaux à Scottstown qui fait du pâturage intensif. Rémi a acheté sa ferme à un très jeune âge, tout frais sorti de l'ITA, bien que ses parents soient pas du milieu agricole. Déjà là, ça en dit long sur le personnage. Rémi est un esprit libre, personne ne va lui dire quoi faire, comment le faire. Il ne se laissera pas influencer par les grandes tendances. Ceci dit, c'est un producteur extrêmement pertinent qui a une capacité incroyable à calculer ses coûts de production dans sa tête. Le calcul mental, c'est sa force, en tout cas plus que moi. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à écouter ce balado-là que moi j'ai eu à le faire. Puis, je suis très fière d'avoir convaincu ce grand timide de participer au balado. Bonne écoute! Salut Rémi! Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien dans les Rémi. Ben oui. J'aimerais ça, Rémi. Peux-tu me présenter ton entreprise? Oui, moi j'ai une ferme. C'est dans le fond une ferme que j'ai partie dans le début des années 2000, mettons, 2004. J'ai augmenté mon troupeau tranquillement, passé de 10 vaches, monté à 30, monté à 50, monté à 75, puis là, je me tiens aux alentours de 110 vaches en moyenne qui veillent par année. J'ai de la culture de plantes fourragères, pâturage, puis maintenant un petit peu de grain. En gros, je fais environ 3000 balles rondes de environ 450 kilos de matière sec par année. Sur combien d'algues? Les calculs, hein? C'est ça. En première coupe, habituellement, je vais faucher entre 400 et 450 algues. En deuxième coupe, je vais en refaucher peut-être un 200, 250. T'as combien d'algues en pâturage? En pâturage, faut tout le temps que je compte pour répondre. Au fait, c'est parce que j'ai 5 pâturages différents. OK. Donc, il doit y avoir 300 acres de pâturage, là, grosso modo. Là. Parfait. C'est quoi ta stratégie avec le pâturage? Il y a mes pâturages extérieurs, il y a une rotation primitive qui sert, en tout cas, on vient à bout de gérer un petit quelque chose, mais pas plus qu'il faut. Puis il y a même certaines sections qui n'ont pas de rotation. Puis à la maison, j'ai une rotation, je pense qu'on peut considérer intensive, là, ouais. Ou semi-intensive. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Une rotation que, dans le fond, mes vaches, maintenant, passent jamais plus de 3 jours dans la même parcelle. Avec les redivisions que je fais temporaires, j'ai environ 25 parcelles. Ils ont des grandeurs différentes, donc c'est ça qui détermine le temps qu'ils vont rester, tant que ça ne dépasse pas 3 jours. Oui, parfait ça. Pourquoi tu fais ça? Dans le fond, ma rotation à la maison, parce que c'est mon pâturage qui est près de la maison, ça me permet d'avoir une plus grande densité animale, une plus grande période de pâturage, une plus grande stabilité des rendements, malgré les aléas météorologiques. Puis des meilleurs gains sur les veaux. C'est le temps passé à changer les clôtures, changer les vaches de parc, puis tout pour toi, c'est facile de justifier ça. Ben, chez nous, c'est facile de justifier parce que mes animaux, je veille déjà tard, parce que ma période de veillage, depuis quelques années, elle commence aux alentours du 10 mai. Puis j'ai juste 90 veillages en 1 mois et demi, mettons. Donc, tous les retardataires sont chez nous, donc je vais quand même les voir à tous les jours
Donc, changer de parcelle, à part quand t'as des petits veaux qui te font chier, c'est facile, là. C'est juste les veaux naissants qui compliquent un petit peu la chose de temps en temps, là. Ça, c'est le seul hic. Mm-hmm. Toi, Rémi, tu viens-tu du milieu agricole? Non. Moi, j'ai parti de rien. Mon père travaillait dans une usine à Istingus. De où est-ce que ça te passe, cette idée-là, de t'acheter à 20 ans une ferme? J'ai envie de dire que c'est dans mes gènes parce que je suis né puis je voulais ça. Je peux pas me souvenir de pas avoir voulu faire ça, du plus loin que je me souvienne. Fait que j'aimais aussi la machinerie. Donc ça tournait machinerie, agricole, tout le temps de ma jeunesse. J'ai jamais voulu être pompier, là. puis je veux pas encore. Puis, Même pas volontaire. Non, c'est ça. Puis ensuite, tu sais, même l'odeur, tout, j'ai tout aimé. C'est sûr qu'on restait quand même en campagne, entouré de fermes. Puis quand j'avais la chance d'aller chez les voisins, ben, j'y allais, puis j'étais heureux. Ouais. Fait que c'était un choix évident pour toi. Tu savais que tu allais t'acheter une ferme en sortant de l'école. Ben, je savais pas que j'étais pour l'acheter, mais c'est ce que je voulais. Tu voulais ça. Mais ça a quand même... Parce que tu as acheté pas longtemps après avoir fini l'école, là, à 20 ans. Ouais, ben quand même, quand j'ai fait mes stages en faisant mon ITA à Saint-Hyacinthe, j'ai rencontré un monsieur. Puis ce monsieur-là, lui, on va dire qu'il prône que le monde soit entrepreneur. Donc, il y a une terre qui a été offerte pour être louée, puis il m'a demandé si je voulais la prendre. Puis au fait aussi, en même temps, mon stage n'était pas rémunéré en argent, il était rémunéré en vache. Fait que j'ai comme loué la terre, puis de fil en aiguille, ça a donné que c'est un voisin de cette terre-là qui a été à vendre. Fait que quand j'ai arrêté de travailler avec le monsieur de Bury, j'ai loué ici, là, où ce que je reste présentement, pour que mes vaches puissent passer l'hiver. Puis dans la même année ou l'année d'après, je l'ai acheté parce qu'il a décidé de vendre. Puis moi, j'ai toujours été c'est break question financière, mettons. Prudent. Oui, très prudent. Mais c'est mon conseiller de la financière agricole qui m'a dit que, selon lui, j'avais les moyens et que je devrais foncer. Donc, finalement, je l'ai fait. Puis c'est ça, je ne regrette pas. Oui, parfait, ça. Pour que tout le monde comprenne, je pense que les superficies en parlent un peu, là, mais c'est quoi la place que le foin, les plantes fourragères pérennes prennent sur ton entreprise, là, mettons? Toute la place, non? Ils prennent une grande partie, parce que veux pas, le troupeau, il consomme beaucoup de fourrage. Je vends du fourrage. Puis le grain, c'est comme plus un mal nécessaire quand je veux renouveler des prairies ou améliorer des prairies. Grosso modo, là. Ou non, là, dans les dernières années, le marché du foin était vraiment pas bon. Puis j'avais des terres que je m'étais fait offrir, que je voulais remonter. Fait que j'ai combiné les deux, puis c'est pour ça que je fais du grain. Mais le fourrage prend vraiment tout le reste de la place, là. Ouais. Je vais avouer que j'ai toujours aimé ça, faire du foin, par exemple. Ouais. Parce que tu ferais pas 600 acres de maïs sans silage, puis te soigner juste avec ça, là. Non. De toute façon, en semi-finition, mes veaux seraient trop gras. C'est le stade bovin qui se trouve à être chez nous, ça serait pas l'idéal, être 100% au maïs sans silage. C'est quand même des ruminants. Puis habituellement, ils prennent... Ça fit bien un pâturage puis du foin dans ton système. Oui. Puis tu sais, je suis quand même du style paresseux. Fait que pâturage, j'aime bien l'idée que j'ai pas à aller nourrir les vaches, faire un gros train à tous les jours. Ouais, c'est bon. C'est une bonne raison, ça. Mais la qualité, je veux dire, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de fourrage qui peuvent accoter la qualité du pâturage. Ouais. Puis c'est pas vrai que du pâturage, c'est des champs abandonnés, là. Je renouvelle mes pâturages autant que je renouvelle... Mes pâturages de rotation, je les renouvelle autant que mes champs de foin. Mm-hmm. Ils ont beaucoup d'amour. En tout cas, ils en ont. Ils en ont certainement. Beaucoup, c'est relatif. Ça dépend comparer qui. Oui, c'est ça. Un gars de maïs dirait que je donne pas d'amour, mais la plupart des gars de bœuf doivent trouver que j'en donne énormément.
Est-ce que tu vois d'autres avantages à cultiver du foin? Ben, en fait, c'est au niveau des sols, tu sais, ça limite beaucoup l'érosion, la pollution, en tout cas dans ma tête, là, c'est peut-être pas scientifique à 100%, mais je vais t'avouer que dans ma tête, les bovins sont faits pour manger de l'herbe. Ouais. Donc, j'aime bien quand on garde nos principes de base. Garder ça simple. Oui, puis j'aime aussi le fait que j'ai un système, tu sais, question que ce soit pour la récolte. Je suis capable de tout faire moi-même, niveau fourrage, sans engager, mais sans avoir... J'ai beaucoup de machinerie, mais pas de machinerie superflue qui servent à peine. Ça optimise toutes tes ressources. Là. Tout est optimisé au maximum. Ouais, c'est un système qui te permet ça. Là. Ouais. Chose que si tu faisais pas les pâturages, clairement, ça serait pas... ça te prendrait un plus gros tracteur, une plus grosse faucheuse. Ça serait pas la même game. Là. Ouais, ben ça peut être même carrément d'autres types d'équipements de récolte, d'autres types de systèmes d'entreposage, d'autres types de... Ouais. Maintenant, ça finit plus. T'as-tu, autant pour, soit pour semer, pour faucher, pour récolter ton foin, t'as-tu une méthode qui te réussit à tout coup? Comme quand tu choisis les espèces que tu sèmes, est-ce que t'as-tu un mélange miracle ou t'es encore, tu peaufines, tu changes ça chaque année, tu changes ça selon les champs? Comment tu gères tes champs année après année? Ben, au fil des années, j'ai fait plusieurs essais, puis je suis toujours ouvert à faire des essais ou des choses qui sont supposées de m'améliorer. Puis j'ai peur. Au fil et à mesure que je vois les résultats, si ça l'aide, parfait, ça l'aide, je regarde, ça vaut la peine de continuer, oui, non, puis on continue ou pas. Si ça l'aide pas, ben... Ça dépend s'il y a une raison ou pas de raison. S'il n'y a pas de raison, ben c'est pas compliqué, on change de méthode. Ouais. Fait que maintenant, quand je somme, ben, tu sais, c'est sûr, c'est pas juste des mélanges trèfle-mie populaires comme beaucoup de personnes somment, là. J'ai plusieurs espèces, là. Ouais. Tu sais, il y a tout le temps du brome dans mes mélanges, il y a tout le temps, presque tout le temps de la fétuque. Je dirais que c'est gros avec ces deux graminées-là que je travaille... quand même en grosse proportion, là, pour avoir vu tes champs. Je pense que la graminée, elle a une belle place, là, sur... Ouais, ben... Mettons, c'est ça, je vais avouer que la graminée, elle aime l'azote, puis je mets quand même passablement d'azote dans mes prairies, parce que ici, c'était toutes des terres très, très, très pauvres. Puis dans mes débuts, dans mes essais, il n'y a pas moyen de ne pas fertiliser. Donc, tu semes ton champ, si tu le fertilises pas cette année-là ou l'année d'après, ou en tout cas si tu sautes une année, ben on dirait que ton champ est mort. Fait que t'as comme pas le droit... Pas trop de break, là. Non, t'as pas le droit de prendre de break ou ben non d'essayer de sauver. Il faut qu'il y ait une fertilisation chaque année. Toutes les fois que j'ai voulu ou essayé de couper, mettons, ça a foiré. Ça s'est reviré contre toi. Là. Ouais, ça tombe vraiment bang en mauvaise herbe d'un coup sec. Là. J'ai pas assez de réserve dans le sol. C'est pour ça qu'au fil des ans, ben, je travaille gros avec une fertilisation organique mélangée avec un engrais minéral. Là. Essayer de maximiser tout ce que tu as à ferme. Là. Ben, c'est disponible. C'est ça me laisse des éléments minéraux disponibles comme pendant plusieurs jours au lieu de juste un coup de fouette, parce que juste un coup de fouette, après ça, ils plient en deux puis ils sont morts. Là, fait que c'est ça. Puis, tu sais, on parlait que tes pâturages, il y avait de l'amour, en tout cas. Je sais pas si beaucoup d'amour, mais est-ce que ton cycle de rotation, tu sais, est-ce que après tant d'années, ce champ-là, après c'est ce champ-là, après ça on fait ce champ-là, ou est-ce qu'à chaque année, un peu, tu t'évalues c'est quoi le prochain champ que tu vas retourner? Ben moi c'est ça, je dois avouer que je suis pas en manque de terre, donc à chaque année j'évalue. Fait que une année que une parcelle me donne pas un bon rendement, je vais dire ça comme ça, là, ou le rendement qu'elle devrait donner, ben ok, là je sais qu'il faut faire quelque chose, là je vais prendre les actions à prendre, parce que
au fil des ans, des tests, quand tu prends pas les actions, c'est incroyable les différences. Là. J'ai une parcelle en tête que j'ai retardée avant de donner de l'amour, mettons, de ressemer. Cette parcelle-là, là, mon troupeau arrivait là, passait une journée au printemps, si je me souviens bien. Puis après ça, 2 demi-journées. Dans l'année. Là. Dans l'année. Puis c'était rasé, il n'y avait rien à faire. Puis depuis que je l'ai retourné, ben là, en tout cas, depuis ce temps-là, je l'ai retourné 2 fois, là. Mais les animaux vont passer, genre, j'ai envie de dire, 3 à 4 fois, 2 à 3 jours dans la même parcelle. Ça a vraiment donné du pep, là. Ça paraît beaucoup, là. Puis, à chaque fois que les animaux passent plus de temps là, ils mettent plus de fumier aussi. T'sais, c'est un cercle vicieux à un moment donné où est-ce que tu passes pas beaucoup de temps, il n'y aura pas beaucoup de fumier, là, évidemment. Là. C'est clair, là. Mm-hmm. Je vais avouer que dans ma manière de penser, la plupart des choses, c'est une grande roue qui tourne. Mais si la roue tourne pas, c'est dur de faire commencer à faire tourner. Mais un coup qu'elle commence à tourner, ben ça va bien. Mais des parcelles de peu importe, là, de foin, de pâturage, c'est un peu la même chose. Là. Si elle marche pas, c'est dur de la partir pour qu'elle marche. Mais un coup qu'elle est partie à marcher, c'est facile de la garder aller. Mm-hmm. Ouais. Parlant de rendement, est-ce que tu mesures tes rendements? Ben, je peux pas dire que je les mesure officiellement. Mais, tu sais, que ce soit en pâturage avec le nombre de jours que les animaux vont passer, ou ben non, en plante fourragère avec un nombre de balles rondes puis un poids estimé, que je vais t'avouer que je pèse pas mes balles à chaque année, mais de temps en temps, là, aux 2, 3, 4 ans, maintenant on en repèse une qui est représentative, puis... Tu te revérifies, là. Ouais, c'est ça. Ton poids est encore bon, là. Puis on vient à bout de savoir environ il se situe où, là. Puis on est capable aussi de voir facilement les différences entre les parcelles. Là. Ouais, tu comptes ton nombre de balles par parcelle? Oui. Ouais. Tu le notes-tu? Non. Dans ta tête? Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu t'en souviens assez pour prendre des décisions, justement? Est-ce que tu t'en souviens assez pour pouvoir soit comparer entre les champs ou même arriver à calculer un coût de production? Ben oui, parce que à mesure que je fais mes parcelles, chaque parcelle, je sais le nombre de balles. Puis en faisant mon foin, mettons, je suis en train de le ramasser, OK, bon, ce champ-ci, il y a 6 acres, j'ai eu 36 balles, OK, ça donne 6 balles à l'acre. Ça, c'est un très bon rendement, mettons, dans une grosse balle. Mm-hmm. Ça dépend aussi de la maturité, mais en tout cas. OK, bon, ben, ça fait 6 balles à l'acre. Moi, je retiens 6 balles à l'acre. Mm-hmm. Je retiens pas 36. Fait que, Ouais. je vais retenir, OK, ben lui, j'avais 2 balles à l'acre. Tu sais, fait que oui, au final, je retiens mes chiffres comme ça, là. Bon, ouais. Puis ça te sert. C'est utile. Puis est-ce que... Ouais, c'est ça. Mettons, est-ce que tu passes de ton nombre... Tu sais, est-ce qu'à un moment donné, tu regardes comment ce qui te coûte à faire ce foin-là? Ben ça, je le regarde tout le temps, parce que je vais t'avouer que c'est souvent l'année d'après, là. Ouais. Là, je m'assis, puis bon, OK, l'engrais coûte comment? OK. Mm-hmm. Ah, mais j'ai eu tant de balles à l'acre l'année passée dans mes parcelles en moyenne, mettons. OK, Ouais. je peux m'attendre à une moyenne de 5 balles à l'acre. OK, bon, ben, une location fictive dans le coin coûte tant. Après ça, l'engrais coûte tant. Après ça, les semences coûtent tant, divisé par un nombre fictif d'années que ma parcelle devrait durer. La chaux coûte tant, divisé par le nombre fictif que ça devrait durer. Donc, j'aime compter, je compte gros dans ma tête, mais je m'assis, je le fais, puis... Donc, au final, oui, je suis capable de te dire que, il y a 2 ans, mon foin me coûtait 33,75 la balle à faire pousser. C'est déjà bon. Puis, ben, t'aimes-tu ça, savoir ces chiffres-là? Ben, j'ai besoin de les savoir, Ouais. parce que j'ai des blocages. Je suis pas capable de vendre une balle de foin moins chère qu'elle me coûte. C'est un bon blocage à avoir, ça, Rémi. Puis,
Ouais, mais des fois, le monde... il faut suivre le marché, mais en tout cas, moi j'ai un blocage. Donc, puis tu sais, c'est un peu pareil, j'aime quand même les chiffres, là. Je déteste la comptabilité, je déteste m'asseoir puis les écrire, mais je les adore à les mijoter puis à les promener dans ma tête, là. Tu sais, fait que tout ce que je fais, bon, ben, ça va me coûter quoi, ok, ça va me rapporter quoi, ça va... Ouais. Je suis comme ça. C'est correct. Mais je pense que c'est important quand tu as une entreprise aussi. Là. Même il y a beaucoup de monde qui gagnerait à regarder un peu plus leurs affaires. Fait que tu dirais que tes rendements moyens, mettons, en foin, c'est quoi, en matière sèche? Si tu veux rapporter ça en matière sèche... Ben ouais, mettons qu'on y va. Tu sais, là, mettons, on disait 6 balles à l'autre, ben là... Mais ça, c'était dans le très bon, ben... Ben, mettons... Tu sais... J'ai envie de dire qu'on pourrait mettre une moyenne à environ 5 balles... Par année? 350 kilos pour une coupe. Puis après ça, on en rajoutait 2, ça veut dire 7 balles. 7 balles à 350 kilos Ouais. de matière sèche. Je vais juste le mettre... Ouais, je vais juste le mettre en kilo-hectare parce que c'est plus facile de comparer. Fait que tu as 6 tonnes à l'hectare de rendement. C'est les rendements moyens de la financière pour de la luzerne. OK. En Estrie. C'est de quoi être fier. C'est sûr que la plupart des gars de bœuf ont sûrement des rendements un petit peu plus bas que ça. Ouais, c'est bien. Faut que tu sois fier de ça. Puis faut que tu dises qu'il y en a plein de gens qui ne connaissent même pas ce chiffre-là. Ouais, ben, il est quand même fictif, là. Mais ça donne une bonne idée d'ensemble. Une bonne moyenne, quand même, oui, c'est ça. C'est quoi, tu dirais, à ta ferme en ce moment, les plus gros défis dans les dernières années, là, c'est dans les 3-4 dernières années, mettons? Les plus gros défis... dans quel sens, les défis? C'est quoi le plus gros casse-tête? C'est quoi qui te fait... c'est ça, qui te gruge le plus de jus? C'est quoi qui te fait te remettre en question à l'hiver? Je sais que tu as tendance à te remettre en question tout le temps, fait que... Ouais, remettre en question... J'ai envie de dire les exigences qu'on se fait imposer, je vais dire ça comme ça, là. Du marché, mettons? Ou du gouvernement? Plus du gouvernement. Ouais. Environnemental, mettons? La paperasse, pis ces choses-là? Oui, tout le kit. Puis la paperasse, malgré que j'ai jamais aimé ça, je déteste de plus en plus ça. Puis il y en a de plus en plus. Ouais, c'est même que j'ai l'impression de plus suivre. Ah ouais? À un point tel, là. On est rendu fin janvier. Ouais. Puis la dernière comptabilité à jour était au 1er juillet. Oups. Oui. Tu peux qu'il y ait un petit peu de rattrapage. Hein? Oui, c'est ça. Mais je suis pas capable de m'asseoir puis de le faire. J'ai de la misère. Là. Ouais. Mais dans les défis aussi, c'est que je commence à ressentir le besoin d'avoir du temps pour moi. Puis ça, c'est un défi. Ouais. Est-ce que t'as l'impression que ça entre en contradiction avec soit la job que t'as choisi ou est-ce que les gens ils se font de l'image d'un producteur agricole, ça prend pas de vacances, là, mettons? Ou... Non, c'est pas l'image des gens. Je pense plus que c'est un blocage mental à force de travailler en fou. Ouais. Qu'on se sent mal quand on travaille pas. Mm-hmm. Mais ça s'arrête pas là. C'est la charge de travail. On dirait qu'on a besoin de se donner de l'ouvrage 1 an d'avance. Fait que, mine de rien, on peut pas se dire bon, j'ai fait le tour parce que tu en as pour 1 an d'avance. Fait que là, c'est dur de se donner le droit de prendre du temps. Fait que quand tu veux ralentir, ben tu prends la décision pour ralentir dans 1 an quasiment. Là. Ben, j'essaye de... Comme que on s'était déjà parlé auparavant, c'est dans le mois d'août, septembre, j'essaye de pas en rajouter plus qu'il faut. Ouais. Donc, je vais faire ce qu'il faut faire. Il y a des choses que j'aurais pu essayer puis que j'ai décidé de ne pas essayer parce que je voulais garder cette période-là plus mollo, plus avoir du camping, temps. C'est ça. Faire du temps en famille, puis
tu sais, on s'entend, là. Cette année, j'ai pris 5 jours en ligne une fois, Ouais. plus une fin de semaine de 3 jours, mais le samedi, je suis revenu fauché. Dans ma fin de semaine de 3 jours. Fait que finalement, juste 2 jours. Ouais, le vendredi, Puis le midi, puis le dimanche. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai pu me garder. Puis t'étais content de l'avoir fait? Oui, puis Ouais. je sais que si j'essaye d'autres choses, ben je l'ai plus ce temps-là. Ouais. Tu sais, c'est... Puis le but, c'est de le garder l'année prochaine de faire encore la même chose. Ouais, j'essayais d'en prendre plus, mais en tout cas, ça va peut-être être possible à me mener. Peut-être. Je te le souhaite. Tu sais, Rémi, on se connaît quand même bien, là, mais je sais que tu es une personne... c'est ça, les chiffres, ils tournent dans ta tête, mais est-ce qu'il y a une façon que tu as de prendre tes décisions qui est, à ton avis, particulière? Ou est-ce qu'il y a des gens qui s'impliquent dans ton processus décisionnel? Tu peux-tu t'appuyer sur des gens de confiance? Ou est-ce que ça se passe tout dans ta tête? Puis là, j'ai la réponse déjà, fait que je suis en ligne vers là, mais tu sais... T'es-tu du genre à prendre une décision vite ou bien ça va te mijoter dans la tête pendant 5 ans? Ouais, ben c'est ça, là. La deuxième option est la vraie réponse. La plupart de mes décisions sont longues à prendre. Le processus est long. Puis il est par étapes, là. Tu sais, Okay. je commence... Il y a une idée qui mijote dans ma tête. Je commence à regarder, on va dire, évaluer les prix, évaluer les bénéfices, évaluer ce que ça va m'apporter. Ensuite, tranquillement, pas vite, sans même que le monde le sache, parfois, je vais parler de ça au monde pour avoir de l'information. Hein, Des expériences, des expériences, c'est-tu vraiment ça que ça fait? Toi, t'aimes-tu ça, ta machine, des affaires de même? Ouais, que ce soit une machine, une méthode, Ouais. ça peut être bon. Puis même moi, des fois, je m'en rends pas compte, je pense. mais c'est ça, je garde ça en tête. Puis là, de temps en temps, je vais chercher un peu plus d'informations. Puis on est encore dans le début du processus. J'ai décidé que je le faisais, mais ça peut prendre encore 1 an ou 2 avant que je trouve Ouais. la bonne, mettons, si c'est un équipement, le bon équipement. Là, Uh-huh. Puis, tu sais, mettons, c'est parce que t'es pas tendance à acheter des affaires neuves non plus, là, mais... mais... Ben, j'ai acheté un tracteur. Oh, neuf. quand même. Mais ton budget, tu sais, comme le montant que tu es prêt à investir, il arrive où dans ton processus? Ben, il arrive à peu près aux 3/4. OK. Puis, tu sais, il va varier, je veux pas, parce que les marchés changent, les avantages peuvent changer, les contraintes peuvent changer. Mais, tu sais, c'est ça. C'est là aussi qu'on va avoir plus une idée de ce que ça peut apporter ou de comment est-ce qu'on va faire pour le payer. Ouais, puis mais ça te permet quand même de aller creuser ses besoins, puis c'est quoi la vraie bonne machine que tu aurais besoin avant même de te mettre une barrière de prix aussi. Tu sais, parce que ça peut être une barrière, mais ça peut être aussi, tu sais, il faut que ça réponde à un besoin réel. Ben ça, c'est sûr, là. Ça sert à rien d'avoir quelque chose qu'on se sert pas, là. Ouais. Puis Puis d'avoir une machine qui est trop petite aussi, là. Tu sais, il y a les deux, je trouve, dans ce que tu me dis, c'est que, tu sais, si, admettons, t'achètes un épandeur à fumier, puis là, tu dis, je veux pas dépasser plus que 30 000. Fait que tu dis, je vais prendre lui est 30 000, mais tu sais, finalement, ça t'aurait pris un petit peu plus grand ou ça t'aurait pris un système différent pour l'épandre. Puis là, juste parce que tu t'es bloqué aux 30 000, t'as pas la machine, ça prend, tu sais. Ouais, ben, c'est sûr que je me bloquerai pas aux 30 000, je l'achèterai pas à la place. Ouais, mais qui est une excellente décision de gestion aussi. À un moment donné, ça sert à quoi d'avoir un épandeur à fumier qui fait pas la job que tu voudrais qu'elle fasse? C'est ça. Hein, ouais. J'aime ça ta réponse. Je me demandais, Rémi, c'est quoi, parmi tous tes outils, t'es un gars d'outils, c'est quoi ton meilleur outil à tous les jours, à tout, tu sais, que tu dis ça, c'est pas grand-chose, mais mot, t'as dit que ça m'a aidé. Le meilleur outil? Ça, je suis pas capable de te répondre, le meilleur. J'ai l'impression que tout m'aide, c'est une question d'ensemble. Ouais. Y a-tu quelque chose que tu te passerais pas? Que je me passerais pas. Tout ce que j'utilise, ça ferme. Non, il n'y a pas. C'est l'ensemble est très utile, le coffre à outils au complet. Oui, c'est ça. J'ai quelques
on va dire, des équipements qui sont plus superflus que je pourrais me passer. Je peux t'en nommer que je peux me passer, mais te nommer que je peux pas me passer, on va prendre trop de temps. Sans dire que tu peux pas, T'es pas de passer, c'est sûr que... C'est sûr, pas de tracteur, ça serait tough, là, on s'entend, mais mettons... Faudrait que je change l'entreprise de manière d'être. Tu sais, je veux dire, l'entreprise que j'ai ne pourrait pas fonctionner sans tracteur. Ouais. Je dis pas que c'est pas facile. Ben, je veux dire, je l'ai fait. J'ai fonctionné sans 4 roues. Puis ça a-tu changé ta vie quand tu en as eu un? Ben oui, mais tu sais, tout est question de temps. Maintenant, le 4 roues a sauvé du temps. Hein. Fait que, commence à ôter des outils, ben tu rajoutes des tâches puis fait que tout ce une qui charge. te fait sauver du temps, dans le fond, est un bon outil à ton entreprise. Ben, dépendamment du coût, oui. Ouais, parfait. J'ai vu, t'as une petite bébelle dans l'entrée. Le drone? Ouais. Oui. Ça, c'est... À moitié outil, à moitié jouet. À moitié superflu, je vais dire ça comme ça. C'est un cadeau de Noël que j'ai eu. Ouais. Le but d'avoir un drone, c'était d'être capable d'aller voir mes vaches rapidement, mettons, dans une période que j'étais plus roche, puis que les vaches étaient plus loin. Tu sais, des fois, ça paraît pas, là, tu parles... j'ai envie de te dire, 95% des producteurs, allez voir les vaches, ça prend 5 minutes, mais regarde, c'est pas vrai. Tu t'assis dans le 4 roues, tu pars le 4 roues, puis t'as 4 barrières à ouvrir avant d'être rendu là-bas. Tu regardes, tu fais le tour des vaches, tu reviens, t'as 4 barrières à refermer, tu regardes, ça fait 45 minutes, 50 minutes, même 1 heure, ça c'est s'il n'y a rien eu de spécial. Ouais. Donc le drone, ben, ce 45 minutes-là, ben, tu le fais en 10 minutes, sans déranger les vaches. Tu sais, les vaches... vu que j'en ai, mettons, une trentaine qui va aller au pâturage, proche de chez nous, j'aime ça être capable d'avoir une vue d'ensemble sans que eux autres sachent que je suis là. Parce que quand tu as 3-4 barrières à ouvrir puis que tu es en 4 roues, ben, ils te voient venir, puis ils changent. Il y en a qui sont en train de, on va dire, au début de veiller, mais ils arrêtent carrément, puis ils se mettent à manger, rien que pas que ça paraisse, puis là, ben, ton suivi, veut pas, il est plus difficile, ou ben non, t'en as qui viennent de veiller, pauvres, ils vont cacher le veau, puis ils leur disent de pas bouger. Ils leur disent ça. Oui, mais ça m'est arrivé souvent, puis je pourrais même te conter un exemple, mais c'est peut-être pas le sujet. Écoute, quand le micro sera fermé, tu seras libre de me conter tout ce que tu voudras. Le podcast avance, puis je peux pas m'empêcher de te demander si tu as une meilleure année ou un meilleur coup que tu as pris, ou une pire année ou une pire décision que tu as pris dans les 20 dernières années, Rémi. J'ai toujours de la misère à dire le meilleur ou le pire, parce qu'il y en a eu gros des mauvais, puis gros des bons. Fait que... après discussion pré-podcast avec Marie-Pierre, c'est un bon coup d'avoir acheté la ferme à 20 ans. Ouais. Mais oui, je suis content. Dans le temps aussi, les prix étaient plus bas. C'était quand même impossible dans le temps de se partir en agriculture. Ouais, c'était déjà tough, là. C'était déjà impossible, là. Sauf pour toi. Non, ben écoute, l'impossible, c'est ce que tout le monde dise, mais au fait, je suis pas tout seul, donc c'était possible. Peut-être difficile, mais possible. Mais je pense que les prix étaient plus réalistes. Puis je dirais même que je suis pas ici par hasard. C'est aussi question de prix, là. Je voulais rester proche de ma famille, mais à Scottstown, c'était moins cher. Ouais. C'était dans des prix raisonnables. C'était plus raisonnable que... c'est encore le cas que c'est plus raisonnable ici qu'à bien des places en Estrie, mais comme partout, ça a augmenté. Là. Ça a augmenté beaucoup, puis on dirait que l'avantage est rendu moins grand. Oui, ça se peut. Oui, c'est moins cher, mais l'avantage est moins grand. Oui. C'est ça. C'est encore cher, puis t'as pas plus de rendement qu'il y a 20 ans. Là, ben oui, mais tu sais... T'es pas rendu comme à Compton, tu sais. Ben, moi, je pense que je suis rendu comme à Compton, il y a 20 ans. On vient de calculer ta moyenne, puis c'est la moyenne de l'Estrie, fait peut-être, finalement. Ouais, ben, au fait, là, tu sais, là, 15-20 ans, je suis un joueur de volleyball, j'ai jamais joué au volleyball. Quand je jouais au volleyball proche de la première coupe, ben, je voyais,
quand je me promène, c'est pas les autos que je regarde, c'est les champs. Fait que la différence de maturité, là, j'ai déjà compté 3 semaines entre Scottstown puis Ascot Corner. Ouais. Maintenant, je dirais que c'est 3 jours, Ouais. 4 jours. Ça dépend des années, je pense. Tu sais, quand on regarde les degrés jour, mettons, tu sais, ça arrive des fois là, que t'es, mettons, 150 degrés jour en retard, mettons, on va dire ça de même, par rapport à ben des places en Estrie. Sauf que je pense que 150 jours, ça peut être vite que c'est 4 jours. 150 degrés, ça peut être vite que c'est comme 4 jours, finalement. Ouais, ben... Parce que ça arrive souvent que début juin, il peut faire 30 degrés, là, tu sais. C'est ça. Je sais que j'ai jamais revu autant de différences, là, puis on dirait que ça s'amincit quand même, là. Ça se peut, oui. C'est possible. Puis il y avait aussi... J'étais à Scottstown à cause de la disponibilité des terres. Terres en location, terres en... Ouais. Les opportunités. Ouais. Il y avait plus d'opportunités pour toi à ce moment-là, puis encore aujourd'hui, là, je pense. Encore aujourd'hui, là, il y a moins de compétition qu'énormément de places en Estrie. Ouais. Même s'il y en a un peu plus qu'il y en avait. Ouais. T'as-tu un souvenir en lien avec le foin qui remonte de très longtemps ou de pas si longtemps, que ce soit quand toi t'étais enfant ou là en ce moment avec tes enfants qui t'est cher? Ça peut être l'odeur, ça peut être le temps des foins, ça peut être des moments précieux où, comme tu sais, au début de podcast, on parlait d'un déclic qui chez vous n'a jamais existé parce que tu as toujours aimé ça, le foin, mais des souvenirs en lien avec le foin? Ben, souvenir, je veux dire, la petite terre que mon père avait quand j'étais jeune, je pense que j'attendais tout l'été que le monsieur vienne faire les foins chez nous, là. Ah ouais? C'était là que je voyais bouger dans le champ, et puis il fallait que j'embarque, fallait que j'y aille, fallait... Ça, l'odeur du foin, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours aimé le type d'ouvrage que ça apportait aussi, j'ai toujours... Fait que t'as des souvenirs de toi, petit cul, là, puis d'aller faucher le champ chez ton père. Oui. Ou le bêler, ou même de charger des balles. C'était vraiment génétique. C'était... Ouais, ben, comme je disais, depuis aussi longtemps que je peux me souvenir, je voulais avoir le type d'entreprise que j'ai. Mettons, depuis, j'ai envie de dire, 3 ou 4 ans, j'ai jamais voulu être pompier. C'était agriculteur, j'aimais la ferme, la machinerie aussi, j'aimais ça. Puis ça a jamais changé. T'es-tu fier de toi, de ce qui se passe en ce moment chez vous, puis en pensant justement au fait que c'est ça que t'as tout le temps voulu, dans le fond? Ben oui, mais pour être fier, il faut se rappeler que c'est ça qu'on voulait des fois. Ouais, mais c'est ça que tu viens de faire? ouais. Non, je suis fier de moi autant que des fois je me trouve sans dessin, mais écoute, les bons coups et les mauvais coups font partie de... Faut juste que tu sois fier plus souvent que t'as trouvé sans dessin. C'est ça. Admettons que je fais une 2e saison pour le podcast. T'as-tu une idée de gens que tu voudrais entendre ou un type de personne que toi t'aimerais entendre dans un podcast qui parle de foin? Ben, j'aime entendre du monde qui font les choses autrement, puis qui ils savent pourquoi qu'ils le font. OK. Donc, tu sais... quelqu'un qui fait pareil comme tout le monde, puis qui dit ben la seule raison c'est parce que c'est de même ça se fait. Ouais. C'est plate. Pas très pertinent. C'est ça, t'apprends rien. Versus que lui à côté qui fait les choses différemment, puis qui te répond ben ok, moi je fais une telle fertilisation parce que j'ai essayé de faire telle affaire ou de pas le faire. Puis au final, ben ce qui marche chez nous, c'est quand je fais ça. Ouais. Mais j'ai passé par là, puis écoute, les résultats n'étaient pas satisfaisants. Même chose pour une rotation de pâturage ou pas de rotation. Ouais. Je fais une rotation de ce type-là. Tu sais, pourquoi je change pas mes vaches 2 fois par jour ici? Il y aurait peut-être un gain, mais ça me tente pas, j'ai pas le temps, je veux pas avoir cette énergie-là. Puis c'est pour ça aussi que j'ai pas, dans tous mes pâturages, une grosse rotation. C'est parce que il y a un équilibre temps-gain à respecter, puis... C'est là que tu as trouvé cet équilibre-là. Moi, c'est ça. Moi, mon équilibre, je l'ai trouvé comme que je l'ai fait. Puis, je dis pas que si j'ai des enfants à m'amener qui seraient intéressés, ben qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui serait plus voué
mettons, sa tâche principale serait plus jouer au troupeau, Ouais. qu'il ferait pas le tour presque chaque jour pour faire la même rotation qu'ici ou semblable. Oui. Ça Mais- pourrait être une place où ce que tu vas chercher tu sais, une rentabilité de plus, mais avec l'ouvrage qui est en lien, fait que ça te permettrait d'avoir de donner de l'ouvrage Ouais, à une relève ou tu sais, on dirait que beaucoup de monde, intégrer les enfants, ça passe par grossir une entreprise. Mhm. Mais au fait, je pense que ça peut être juste de l'améliorer de l'intérieur, mais des fois, c'est ce que ça l'implique. Tu sais, moi, j'ai plein de choses que je pourrais faire pour augmenter mes revenus, mais Ouais. je les fais pas parce que j'ai pas le temps, j'ai pas le goût, j'ai pas l'énergie. Et, Mhm. tu sais, là, je suis satisfait présentement comme c'est là, puis j'ai pas l'intention de grossir comme c'est là, parce que je trouve déjà que je suis débordé, puis c'est assez, puis j'en veux Ouais. pas plus. Puis ça me tente pas non plus de gérer plein d'employés. Donc, comme je dis, si j'ai de la famille ou quelqu'un m'amener qui vient intéresser, ben on va s'asseoir et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche, puis qu'il sorte quelque chose pour le payer. Ben oui. Rémi, le podcast c'est fini. C'est Merci d'avoir embarqué là-dedans. Je sais que je t'ai tordu un bras un peu, mais j'apprécie beaucoup ton authenticité, ta transparence, puis de parler du bon puis du pas bon. C'est ça qui fait, à mon avis, un bon podcast. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du volet 3 du programme Primevère. Merci à l'Union des producteurs agricoles de l'Estrie. Merci au Conseil québécois des plantes fourragères d'appuyer notre projet.